Alors, nous allons maintenant voir l'innervation cardiaque proprement dite. Cette innervation est fondamentale à comprendre car elle constitue en quelque sorte le chef d'orchestre des battements cardiaques. On distingue une innervation intrinsèque du cœur et une innervation extrinsèque constituée des fibres sympathiques et parasympathiques qui vont réguler l'activation du système intrinsèque. L'innervation intrinsèque est constituée par le système cardionecteur ou tissu nodal. Il s'agit de tissu cardiaque qui donne naissance et conduit les impulsions électriques, engendrant la contraction myocardique sous forme d'une dépolarisation automatique et rythmique. Le tissu nodal coordonne les contractions des différentes cavités cardiaques. En effet, la contraction des 4 cavités cardiaques doit être parfaitement coordonnée, puisque la première contraction va amener le sang dans le ventricule, puis la contraction du ventricule va envoyer le sang dans la petite circulation ou la circulation systémique. Le tissu cardionectaire est représenté en jaune sur ces différents schémas que nous allons décrire. Il est constitué de formations en amas, le nœud sino-atrial et le nœud atrioventriculaire, unis par des faisceaux de fibres. Alors, comme nous l'avons vu en introduction, les cellules myocardiques ont une activité contractile spontanée et la dépolarisation peut naître de chaque partie du cœur, mais c'est le centre le plus rapide qui va mener le tempo et imposer le rythme. En pratique, c'est le nœud sinusal. C'est donc de cet endroit que vont partir les principales impulsions cardiaques. Ce système cardionecteur est influencé par les systèmes sympathiques et parasympathiques et va être modulé en fonction des besoins de l'organisme et des stimuli, c'est-à-dire une douleur, une émotion, l'activité physique ou le stress. Le nœud sino-atrial ou le nœud sinusal, découvert par Case et Flack, est situé dans la paroi postérieure de l'atrium droit, dans l'épaisseur du sillon terminal. Nous verrons que toutes les afférences du plexus cardiaque, c'est-à-dire l'innervation extrinsèque, sont connectées à ce nœud dont elles peuvent modifier la fréquence de dépolarisation. Le rythme spontané de dépolarisation du nœud sinusal est de 70 battements par minute. Le deuxième amas est le nœud atrio-ventriculaire, découvert en 1906 par Aschoff et Tavara. Il est situé dans l'épaisseur du septum interatrial, à proximité de la cuspide septale de la valve mitrale et de l'orifice du sinus coronaire. Il occupe le triangle de Koch que nous avons décrit précédemment. Le rythme spontané de dépolarisation est de 30 par minute. On voit donc que le nœud sino-atrial prend le pas sur la dépolarisation du nœud atrioventriculaire et cette dépolarisation qui se fait en premier et plus rapidement va se transmettre au nœud atrioventriculaire par différentes voies. Si l'on bloque le nœud sino-atrial, eh bien, le nœud atrioventriculaire va finir au bout d'un certain temps par se dépolariser et entraîner les contractions des ventricules. Cependant, cela se fera à un rythme plus faible et avec une contraction ventriculaire déconnectée de celle des atriums. Alors, il existe des voies de conduction qui vont acheminer la dépolarisation entre ces deux structures. Il s'agit de voies de conduction donc internodales. On décrit un faisceau antérieur qui passe latéralement par rapport à l'orifice de la veine cave supérieure, passe par le toit de l'atrium droit, puis va suivre le septum interatrial et descendre vers le nœud atrioventriculaire. Le faisceau moyen passe en arrière de la veine cave supérieure, passe par le septum interatrial à sa partie moyenne, au-dessus de la fosse ovale, avant de rejoindre le nœud atrioventriculaire. Enfin, le faisceau postérieur, qui suit le sillon terminal, va aussi rejoindre le nœud atrioventriculaire. On comprend donc que la contraction de l'atrium naît du nœud sino-atrial et va se propager jusqu'au nœud atrioventriculaire par ces différentes voies de conduction. Le nœud atrioventriculaire, ainsi stimulé, va propager l'onde de contraction vers les ventricules qui vont donc se contracter après les atriums. Cela se fait par le faisceau atrioventriculaire, donc constitué de fibres issues du pôle antérieur et inférieur du nœud atrioventriculaire, et ce tronc va se diriger en avant et le long du bord inférieur du septum membraneux interventriculaire. Il se poursuit jusqu'au sommet du septum intermusculaire.
il passe sous l'insertion des cuspides septale et antérieure de la valve atrioventriculaire droite, et il va se diviser en deux branches. La branche droite s'incline vers le bas et va pénétrer la trabécule septo-marginale pour se terminer à l'origine du muscle papillaire antérieur de la valve atrioventriculaire droite. On la retrouve ici, et elle va bien sûr donner des branches pour les trois muscles papillaires du ventricule droit. La branche gauche du faisceau ventriculaire de His passe en avant du septum membraneux. Nous la retrouvons ici dans cette vue du ventricule gauche, et elle va se diriger vers les muscles papillaires antérieurs et postérieurs de la valve atrioventriculaire gauche. On retrouve sur ce schéma les différentes voies nerveuses internodales, les nœuds sinusales et atrioventriculaires, avec les branches du faisceau de His, notamment la droite passant dans le trabécule septomarginal. Alors encore une fois, la dépolarisation cardiaque peut naître de chaque partie du cœur, mais encore une fois, c'est le plus rapide qui mène la danse et impose le rythme, c'est-à-dire le nœud sinusal, ce qui explique que la systole atriale, c'est-à-dire la contraction de l'atrium, précède la systole ventriculaire. À noter qu'il existe parfois des voies atrioventriculaires accessoires pouvant être à l'origine de troubles du rythme. D'autre part, comme nous l'avons vu avec les artères coronaires, la vascularisation de ces différents éléments peut provenir de la coronaire droite ou de la coronaire gauche. On rappelle que le tronc rétroventriculaire gauche va innerver le nœud atrioventriculaire et les artères septales, notamment la deuxième artère septale, naissant de l'artère interventriculaire antérieure, va vasculariser les branches du faisceau de His.